Allez, on va y aller, je vois que Valérie arrive. On va reprendre nos échanges. Une grosse demi-heure donc consacrée à l'emploi des seniors. Et puis en fin de matinée, l'intervention du youtubeur Gaspard G autour du thème de la retraite et des jeunes. Mais avant et sans transition, comme on dit, on va parler donc emploi des seniors. Seconde table ronde de la matinée. Autour de la table, nous avons donc de nouveau Valérie Batigne, présidente de Sapiendo qui s'installe. À sa droite, Alexis Bertel, bonjour, directeur des ressources humaines de Pantera et membre du bureau national de la NDRH. Et à ma gauche, toujours un peu combat de boxe, hein, à ma gauche, Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC. Et à vos côtés, Serge Guérin, bonjour, sociologue et professeur à l'INSEC. Allez, on y va s'il vous plaît. Un premier tour de table donc avec peut-être une question assez simple et j'ai envie d'un peu de démarrer peut-être avec vous Valérie. Quand on parle d'emploi des seniors, c'est souvent d'ailleurs une question qu'on se pose, mais finalement à partir de quel âge on est senior dans le travail? C'est peut-être le premier point de contexte à donner avant de tirer quelques ficelles et quelques hypothèses autour du sujet de l'emploi des seniors, mais finalement quand on commence à travailler, on arrive finalement assez facilement à dire jusqu'à quel âge on est junior, mais à partir de quel âge on est senior dans notre travail? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Senior est un adjectif, je dirais, à géométrie variable. Déjà, c'est pas forcément une question d'âge aussi, ça veut souvent dire expérimenté. C'est vrai. Donc on peut être un expert senior, par exemple, à 30 ans ou à 35 ans. Mais je dirais plus communément, il y a une notion d'âge et également à géométrie variable. Oui. Donc le plus jeune qu'on a trouvé, c'est 45 ans. C'est une loi en 2011 ah oui, qui donc favorisait, on peut être senior à 45 ans. On peut être, qui favorisait l'emploi des seniors, l'embauche d'un senior à partir de 45 ans. Parfois, on trouve 50 ans dans les statistiques, mais je dirais que communément, c'est plutôt à partir de 55 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Voilà. D'accord. Mais, voilà, c'est un âge qui épouse les différents objectifs suivant les lois. Bon, ça, c'est l'œil, j'allais dire, factuel de l'expert. Est-ce qu'on peut poser la même question à Serge Guérin avec l'œil du sociologue? Est-ce qu'on est senior dans son travail à 55 ans aujourd'hui, Serge? Alors, honorable compagnie, bonjour. Et justement, à quel âge les gens sont seniors ici? On pourrait se poser la question. Et ça prouve la difficulté de trouver l'âge, prouve que c'est complètement idiot. Puisque justement, on fixe aux gens, on leur donne un truc comme ça, vous êtes senior, et après on dit, au fait, c'est à quel âge? Ce qui prouve bien que ça ne veut pas dire grand-chose et que c'est plus une question sociale et une question de regard qu'autre chose. D'ailleurs, il y avait, dans une autre étude avait montré que les gens, quand on leur demandait à quel âge ils sont seniors, globalement, à titre personnel, c'était 62 ans. Puis quand on demande dans l'entreprise, c'est 51 ans. Ce qui prouve que selon l'endroit où je suis, mon âge n'est pas le même. Donc je vieillis plus vite si je reste en entreprise. C'est un peu ballot comme histoire. Voilà. Donc on voit bien, derrière il y a ces représentations-là. Un des éléments qui était très fort, c'est à partir de quel âge on ne forme plus les gens. Et globalement, longtemps, ça a été 45 ans. On ne va pas commencer à investir sur toi alors que bientôt tu es dehors. C'est quand même ça un petit peu. Voire, 45 ans, tu commences à être un peu vieux, tu as peut-être du mal à apprendre. Voilà, donc du coup, voyez, donc selon, et finalement, là, on est senior à partir du moment où le recruteur ou le dirigeant considère que, commence à être sacrément abîmé le personnage. Donc c'est un petit peu ça. C'est effectivement pas nécessaire. Mais en tout cas, oui, 45 ans, je l'avais jamais entendu celui-ci. Valérie Batigne, justement, pour brosser un petit peu peut-être j'allais dire le portrait type du salarié senior. Finalement, le portrait type, selon vous, comment est-ce qu'on peut un peu le définir aujourd'hui, le portrait type du salarié senior? Celui peut-être d'ailleurs qui vient vous voir pour préparer sa retraite, mais là on va plutôt parler de son travail et de quelle manière on le laisse au travail justement. Alors pour les salariés seniors, il faudrait donc, à partir de quel âge? Donc nous on va se situer plutôt près de la retraite. Oui. Il faut savoir qu'il y a déjà aujourd'hui plein de dispositifs et qui ont été renforcés par la réforme des retraites. Mais ce qu'on peut dire en préambule, c'est que déjà quand même, on n'est pas si mauvais que ça en emploi des seniors. Donc, je voudrais quand même le souligner parce qu'on a tendance à s'auto-flageller en disant que la France est très mauvaise, etc. Et en fait, quand on regarde de près, c'est dû à la façon dont sont présentées les statistiques. Parce qu'un senior, on revient à l'âge. Dans la plupart des statistiques, c'est 55-64 ans. Et c'est une tranche d'âge qui est internationale. Sauf que nous, à partir de 60 ans, il y a déjà un Français sur 6 à la retraite. Et 63 ans, 2 sur 3. Donc forcément, en comparaison internationale, s'il est à la retraite, il n'est pas en emploi. Donc quand on prend la tranche d'âge 55-64 ans, on est
en dessous de la moyenne européenne, évidemment, puisque dans la deuxième partie de la statistique, les Français sont à la retraite, donc ils ne sont pas en emploi. Mais si on prend la tranche d'âge 55-59 ans, on est au-dessus de la moyenne. Donc déjà, si on enlève ce biais statistique, on n'est pas si mauvais. Autre chose, je dirais qu'on est en net progrès, on est en progrès constant. On a fait plus 14 points en 10 ans de taux d'emploi des seniors de cette même tranche d'âge, alors que la moyenne, tout âge confondu, est de plus 1,6%. Voilà. Ensuite, je dirais que le taux de chômage des seniors est plus bas que celui de l'ensemble des actifs. Donc ça, c'est assez contre-intuitif. Et que je dirais qu'il y a aussi pas mal quand même de personnes en cumul emploi-retraite, 500 000 personnes. Donc si elles sont en cumul emploi-retraite, c'est d'une part qu'elles ont envie de travailler, mais d'autre part qu'elles trouvent des entreprises aussi pour les embaucher. Voilà. Donc il y a déjà pas mal de choses, et je dirais, c'est pas autant catastrophique que ce qu'on a l'impression. Alexis Bertel, à la NDRH, est-ce que vous partagez un petit peu ce constat? On n'est pas si mauvais qu'on veut bien nous le dire en matière d'emploi des seniors. Et justement, même question, à quoi il ressemble aujourd'hui le salarié senior, le portrait type du salarié senior? Alors nous, il a plus de 50 ans. On met le curseur, effectivement, il y a eu avant les 45 ans. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'à 45 ans, il nous reste quand même 19 ans à travailler et qu'on est déjà senior. Donc le curseur est plutôt sur 50 ans. On parle aussi de salariés expérimentés. Voilà, donc on positive la vieillesse. Surtout, on valorise l'expérience. Le cumul emploi-retraite, si je vais un peu plus loin, nous derrière, dans beaucoup d'entreprises, compte tenu des difficultés de recrutement, puisque c'est ça qui est aussi assez paradoxal, les entreprises ont des difficultés de recrutement, et pourtant, on a un taux de chômage qui est, je crois, pour les seniors, de 7% environ. Et donc, on a ce paradoxe sur le recrutement, et on propose même aux salariés qui partent en retraite de les reprendre en cumul emploi-retraite, et beaucoup acceptent. Donc la plupart du temps, ils acceptent à la fois pour des raisons financières, mais aussi parce que le lieu de travail reste quand même un lieu de sociabilisation et que parfois certains ont uniquement ce lieu pour rencontrer et discuter avec des gens. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous rappeler, peut-être d'ailleurs en préambule, j'allais dire, ce que prévoit la loi aujourd'hui, les dispositifs qui existent aujourd'hui en matière d'emploi des seniors, aussi bien d'ailleurs pour le salarié qu'en matière d'incitation pour l'entreprise, on va y revenir tout à l'heure. Peut-être qu'il nous manque encore un certain nombre de dispositifs. Mais est-ce qu'on peut peut-être déjà rebrosser un peu le portrait de la liste non exhaustive de ce que l'on a à disposition aujourd'hui comme outil? Mais je crois qu'il n'y a aucun outil. Le seul qu'il y avait autrefois, c'était le contrat de génération, qui a été, me semble-t-il, mis en place par le gouvernement Hollande et arrêté par le gouvernement Macron il y a quelques années. Alors, ce contrat de génération alliait le côté expérience du senior avec les jeunes et l'emploi des jeunes, notamment au travers de la formation. Donc, je crois savoir qu'il a été arrêté car peu mis en place par les entreprises. Qu'est-ce que la vraie raison? C'est parce que les entreprises n'y trouvaient pas d'intérêt ou parce que la mise en place d'un contrat de génération était relativement lourde. Je penche plus pour la deuxième hypothèse, puisque selon moi, c'était une bonne idée et c'est une idée qu'il faudrait malgré tout réexplorer pour valoriser les seniors et aider les plus jeunes, parce que le taux d'emploi des moins de 26 ans est relativement élevé. Je crois qu'on est à 15 ou 17, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a quelque chose à faire. Gilles Gâteau, quelle situation chez les cadres, vu de l'APEC, en l'occurrence, Valérie Bati nous disait, on n'est pas si mauvais que ça finalement en matière d'emploi des seniors. Est-ce que c'est également pour cette population professionnelle? Est-ce que c'est également le cas chez vous? Je ne suis pas certain de partager le même optimisme vu de notre fenêtre et même en regardant les chiffres. C'est vrai qu'on a progressé depuis une dizaine d'années. Dans le taux d'activité ou le taux d'emploi, on va dire, des seniors, et parce que pour le coup, on était vraiment très, très en retard. On le reste, et pas seulement, je pense, je crains, pour des raisons liées à l'âge de départ. D'ailleurs, on sera fixé assez rapidement par rapport aux 64 ans, puisque ça va devenir l'âge légal du départ. Pourquoi? Parce qu'on a vu depuis longtemps en France des ajustements des effectifs dans les entreprises qui se sont faits un peu aux deux
au debout de la pyramide des âges, d'une certaine façon, qui ont beaucoup pénalisé l'entrée des jeunes dans le marché du travail pendant longtemps, avec des taux de chômage très élevés pour les jeunes, mais aussi des sorties précoces. Et en France, on a été drogué longtemps au dispositif de pré-retraite, financé largement par l'État, c'était les pré-retraites FNE pendant longtemps, puis financé par les entreprises elles-mêmes ou plus sournoisement par le régime d'assurance chômage. Je pense que tous ceux qui sont ou ont été DRH, c'est aussi mon cas, ont pratiqué des ruptures conventionnelles avec portage, on va dire, entre guillemets, par l'assurance chômage pendant les dernières années de carrière. Donc je pense qu'il y a, malgré tout chez nous, de façon plus aiguë que ce qu'on trouve ailleurs, autour de nous, un tropisme qui fait peser sur la fin de carrière qui devient un peu la variable d'ajustement dans un certain consensus social d'ailleurs, parce que quand on regarde les PSE qui aujourd'hui sont négociés, on voit bien que ce qui est le plus facile d'une certaine façon pour se mettre d'accord, parce que ça répond aussi à une attente d'un certain nombre de salariés seniors, comme on dit, c'est de faire des plans de départ anticipés. Et tant qu'on est dans cette logique des plans de départ anticipés, on est dans l'idée et on sera loin d'atteindre les taux d'emploi qui vont bien. Et sur le chômage, là, pour le coup, le biais statistique est majeur, parce qu'évidemment, comme au numérateur, vous mettez le nombre de chômeurs, mais au dénominateur, le nombre des actifs, et que le nombre des actifs, lui, il est diminué fortement par tous les systèmes de départ anticipés, on a évidemment un taux de chômage qui paraît plus faible que la moyenne, mais la situation des seniors, elle est plus difficile que celle des plus jeunes. Et à l'APEC, on est bien placé pour le voir, on le voit tous les jours. On parle de la population des cadres, c'est un actif sur 5 en France aujourd'hui. Chez les cadres, on n'a pas ou très peu de problématiques de pénibilité ou d'usure professionnelle comme on peut l'avoir dans certains métiers, où c'est très difficile de maintenir son métier ou son activité quand on avance en âge. Moi, j'étais DRH d'Air France, un bagagiste à 55, 58 ans, c'est quand même compliqué. Donc, mais chez les cadres, on n'a pas cette problématique. Or, la réalité vécue par énormément de cadres dans ces dernières années de carrière, dans l'entreprise, c'est un désinvestissement de l'entreprise, moins de formation, moins d'avancement en termes d'augmentation, moins de mobilité ou de proposition de poste, même quand il reste du temps devant soi et du temps d'un poste ou de plusieurs postes. À 55 ans, vous avez encore un quart de votre vie professionnelle devant vous. À 55 ans, pratiquement 10 ans de vie professionnelle devant vous. Et pourtant, on ne va pas vous faire forcément des propositions de poste ou de mobilité qu'on fera à des plus jeunes dans l'idée qu'ils ne vont pas forcément rester 10 ans au même endroit. Donc, il y a ces phénomènes qui pénalisent quand on est en emploi. Et quand on est sorti de l'emploi, accidentellement ou à la faveur de tel ou tel événement qui peut frapper l'entreprise ou la vie personnelle des personnes, c'est très dur d'y revenir. Le taux de chômage pour les cadres seniors 55 ans et plus, il est de 6,8%, quand le taux de chômage moyen des cadres est de 4,1%. Donc on est vraiment au plein emploi chez les cadres, on va le dire globalement. En revanche, chez les seniors, c'est beaucoup plus difficile. Bien, alors justement, on va essayer de regarder notamment à la lumière des discussions que nous avons eues ce matin, à la lumière aussi de la réforme que l'on connaît maintenant depuis quelques mois, finalement les défis qui sont devant nous pour relever ou développer, entre guillemets, l'emploi des seniors, puisqu'a priori c'est un fait, nous allons un peu plus travailler, un peu plus longtemps et peut-être d'ailleurs de plus en plus. Alors, l'idée, c'est peut-être dans les 20-30 minutes que l'on a devant nous, peut-être de tirer quelques hypothèses, quelques ficelles en l'occurrence. Et moi, j'ai peut-être envie de démarrer, si vous le bien avec vous, Serge Guérin, sur une première hypothèse qui est peut-être le sujet générationnel. On parle souvent de législatif et d'économique, d'ailleurs on va y revenir. Est-ce que c'est d'abord, avant tout, un sujet générationnel? On sait notamment, par exemple, que pour relever alors, je pose la question pour relever le défi de l'emploi, mais on sait notamment que la jeune génération a un rapport au travail un peu singulier, un peu différent. On pourrait peut-être essayer de le raconter comme ça. C'est peut-être pas votre avis. Est-ce que finalement le défi, ou en tout cas la clé de ce défi, c'est effectivement
de travailler sur ce biais-là en se disant, finalement, si les jeunes ne veulent pas travailler, on a peut-être intérêt à embaucher un peu plus de seniors. Est-ce que ça peut se réfléchir comme ça ou est-ce que c'est une des réponses aux défis qu'on a devant nous? Alors, à la fois comme sociologue et comme prof, le terme singulier me paraît intéressant sur le rapport au travail des... Je voulais rester poli. Voilà, bien sûr. On est politiquement correct et tout ça. Voilà. Mais savoir aussi que Gilles Gâteau parlait à raison des cadres. Donc évidemment, et sur les jeunes aujourd'hui, comment dire, on était sur la drogue dure de tout ce qui était pré-retraite. Il y a encore des restes, en tout cas dans les têtes. Oui. D'ailleurs, monsieur, vous aviez parlé pour les plus de 50 ans, tout à l'heure, vous avez parlé de la vieillesse. Quand on a plus de 50 ans et qu'on est traité dans la vieillesse, ça prouve aussi que les représentations sont encore assez marquées, quoi. Donc on voit que les entreprises ont un petit peu de mal avec tout ça. La première étude que j'avais trouvée là-dessus, c'était en 1977. La Harvard Business Review avait déjà fait une étude auprès de, 6000 dirigeants d'entreprise aux États-Unis, réputés, novateurs et tout ce qu'on veut aux États-Unis. Ils expliquaient déjà que les seniors, des problèmes avec les technologies, des problèmes d'investissement et puis des problèmes avec les autres générations. Vous demandez aujourd'hui, vous faites les mêmes études, vous avez la même chose. Comme quoi les DRH et les dirigeants n'ont pas toujours tellement évolué. La question des représentations, elle reste très très lourde. Mais il y a une grande transformation, un grand changement, ce qui explique d'ailleurs en partie le fait du regard un peu différent des jeunes, en tout cas des jeunes qui ont des diplômes. Parce que c'est comme quand on dit les vieux, ça ne veut pas dire grand-chose, il y a plein de manières d'eux. Et un jeune diplômé, c'est pas pareil qu'un jeune qui est sorti du système scolaire et qui, du coup, a encore des problématiques de chômage assez lourdes, et ainsi de suite. Chez les jeunes diplômés aujourd'hui, c'est les mains dans les poches, quoi. C'est tellement les mains dans les poches que généralement ils disent non, je vais d'abord faire une année un peu pour moi, un peu d'international, tout ça, faut que je progresse en serbo-croate et tout ça. Enfin voilà, j'ai vu encore beaucoup. Et puis après, on verra. Hein, voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a, et pourquoi pas, mais c'est logique. L'environnement a changé. Donc eux, ils en profitent. Et donc ils se disent, il n'y a pas, voilà. Donc il y a ces éléments-là. Mais du coup, de l'autre côté, en effet, on pourrait se dire, les entreprises, on se réveille un peu. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas suffisamment de personnes pour aller travailler. Et en face, il y a des gens qui ont envie d'aller travailler, voire qui ont un rapport au travail peut-être plus fort. Qui sont les seniors. Et qui sont les seniors. Et en effet, avec cette question, si on enlève le terme senior, qui continue à être hyper discriminant, et si on met le terme expérimenté, ça change beaucoup. Je prends juste un exemple. Je m'amuse en cours, premier cours et tout, je leur demande, alors c'est difficile parce que je leur demande de prendre une feuille de papier et un stylo. Généralement, ils n'en ont pas. Donc déjà, j'explique ce que c'est qu'une feuille de papier, un stylo, bref. Et après, je dis, imaginons que vous rencontrez quelqu'un à l'étranger et tout ça, et s'il y avait un outil pour résumer un senior dans l'entreprise. Et donc, dessinez-moi l'outil. À 97%, qu'est-ce qu'ils mettent à 97%? Non, une canne. Comme monsieur. À 50 ans, on a une canne. Voyez, bon. Et après, je dis, on arrête. Et maintenant, dessinez-moi quelqu'un d'expérimenté. Qu'est-ce qu'ils mettent, quelqu'un d'expérimenté? Chauve. Et le pire, c'est que c'est vrai. Il arrive qu'ils mettent ça histoire de s'amuser un peu. Ils mettent très souvent justement un stylo, une feuille, des livres, et ainsi de suite. Mais du coup, c'est beaucoup plus diversifié. Et ce qu'on voit, c'est que la notion d'expérience, quand même, elle existe. Oui. Et donc, pour les entreprises, il y a en effet un enjeu absolument majeur. Et l'autre élément, c'est comment entre les générations, ça travaille ensemble. Oui. Il y a, j'avais fait un bouquin dans le temps là-dessus, la guerre de génération. Il y a un mythe ou un désir, même chez certains, qui est une guerre de génération. Parce que quand on parle des guerres de génération, on ne parle pas des autres sujets, on ne parle pas des sujets sociaux, on ne parle pas des sujets culturels, ainsi de suite. Mais globalement, bien sûr qu'il y a des différences, et heureusement. Comme il y a des différences entre les enfants, les parents et tout ce qu'on voudra. Mais que globalement, dans l'entreprise, ça se passe plutôt bien, voire même très bien. Mais cette question de savoir, là, l'autre, il va arriver, ainsi de suite. Par exemple, vous avez une question sur la fidélité. Très longtemps, les gens disaient, tu vas quand même pas recruter quelqu'un de 57 ans, dans 3 ans, il est dehors. Mais quand tu recrutes quelqu'un de 27 ans, c'est dans 3 mois qu'il est dehors. Parce qu'il va trouver mieux. Donc, même la notion de fidélité, il faut un peu tout inverser. Et si on arrive à faire ça, on trouvera que peut-être que c'est pas mal de recruter plus de seniors. Avec un dernier élément, c'est que je rappelle qu'une grosse partie de la consommation, aujourd'hui, ce sont les plus de 50 ans. 54% de la consommation. Alors, ils achètent pour eux, mais parfois pour les autres. Par exemple, un tiers des jouets sont achetés par les seniors. Ils ne jouent pas tous avec les jouets qu'ils ont achetés. Il arrive qu'ils les offrent à leurs petits-enfants et ainsi de suite. Bref, mais le consommateur, il a vieilli aussi. Oui. Et donc, il y a une logique à ce que dans l'entreprise, il y a des gens qui ressemblent un minimum aux consommateurs. Donc, toutes ces raisons devraient faire que ça devrait bouger. Et on a beaucoup parlé de la réforme des retraites. Je pense que si on l'avait attaqué là-dessus,
comment on renforce l'emploi des seniors, ça aurait été sans doute beaucoup plus efficace que commencer sur un totem de chiffres. Mais je m'arrête là. Bon, Alexis Bertel va... Parce que là, vous avez quand même tiré à balles réelles, Serge. Alors, Alexis Bertel va quand même nous répondre. Je suis il est jeune, donc il va avoir plein d'allants pour me répondre. Exactement, 100 cannes avec des livres, en l'occurrence. Alors, mais effectivement, je vais quand même vous poser, reformuler la question, mais dans cette logique de comment est-ce qu'on relève le défi de l'emploi des seniors, est-ce que vous, finalement, vous dites, ce que disait finalement un peu Serge Guérin, c'est peut-être pas un si mauvais calcul que ça d'avoir quelques seniors dans mon entreprise parce que j'ai peut-être pas les mêmes contraintes que celles que je peux avoir aujourd'hui avec la nouvelle génération. Est-ce que ça, c'est un argument finalement qui peut nous permettre de nous répondre à la question ? Oui, c'est pas un mauvais calcul. Effectivement, ce que vous avez dit précédemment, je le dis très souvent sur l'histoire. Voilà, le senior va rester 3 ans, 4 ans, 2 ans, mais les plus jeunes, c'est ce qu'ils font. Ils restent 2-3 ans, ils changent d'entreprise. Ouais. Donc du coup, cet argument ne tient plus du tout dans ce contexte. Moi, je pense que la clé, elle est vraiment sur la formation, l'orientation. La formation, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a affaire à des salariés expérimentés. Mais pour qu'ils soient expérimentés, il faut qu'ils soient formés. Dans les années 80, une compétence, quand on l'apprenait et qu'on la mettait en pratique, elle durait environ 30 ans. Aujourd'hui, on est sur 2 ans. Donc dès que vous apprenez quelque chose, 2 ans après, cette compétence est déjà devenue obsolète. Donc si les salariés ne sont plus formés, ou au bout d'un moment ne sont pas mis en compétence, ils deviennent du coup plus compétents pour être sur le marché. Donc la clé, elle est sur le maintien en compétence, déjà, et sur la transmission des compétences par les salariés expérimentés vers les plus jeunes, et peut-être parfois aussi vice-versa, pour les plus jeunes sortis d'études, qui iraient ensuite dans les entreprises pour amener de la matière. Alors, on va avancer sur ce sujet, mais alors Gilles Gâteau, je voulais quand même effectivement aussi vous entendre parce que je sais que c'est parmi des sujets que vous avez donné régulièrement à l'APEC, qui est celui aussi, au-delà peut-être de la praticité que ça peut avoir, qui est aussi un frein qui est souvent celui des idées reçues. On dit souvent, un senior, Serge Guérin nous l'a un peu expliqué, ça coûte cher, il bosse pas, il comprend rien à Internet, etc. Est-ce que ça, c'est encore finalement aujourd'hui quelque chose que vous percevez, davantage notamment quand on est cadre et qu'on a effectivement un devoir de productivité peut-être un peu plus avancé ou d'implication un peu plus avancée? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez mesuré aujourd'hui? C'est un obstacle essentiel aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on regarde les choses de façon plus lucide sur le fait que ce qui pénalise aujourd'hui beaucoup les seniors, parce que les besoins de compétences des entreprises sont colossaux, ils sont là, et aujourd'hui beaucoup d'entreprises peinent à trouver les compétences dont elles ont besoin, alors même, Serge l'a dit, qu'elles ont à disposition un vivier de compétences important à travers les seniors. Pourquoi ? Parce que ces représentations, toutes celles qu'on vient de citer, ils sont moins à l'aise avec les nouvelles technologies, ils sont moins faciles à manager, ils sont plus chers, ils vont rester moins longtemps, ils vont être plus malades. En fait, quand on les prend un par un et qu'on décortique chacun de ces sujets, on s'aperçoit que ces représentations sont erronées. Par exemple, ils sont plus chers. C'est vrai qu'en moyenne, les salaires des personnes les plus avancées dans la carrière sont plus élevés. Mais est-ce que vous savez, par exemple, que le salaire médian des 55-64 ans est à peu près équivalent à celui des 45-55 ans? Qu'une majorité de cadres seniors qui ont perdu leur emploi et qui en ont retrouvé un ont accepté un salaire inférieur à ce qu'était leur salaire précédent. Et donc sont prêts à faire des concessions sur les salaires, là aussi par lucidité sur ce qu'est leur situation. Et d'ailleurs, on fait souvent, nous, à l'APEC, dans des ateliers avec des cadres seniors, un certain nombre d'exercices de pédagogie. Alors après, ce qu'on a entendu Hervé Lebras, je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme-là, mais en tout cas d'explication sur le fait que, par exemple, quand on a déjà 25 meilleures années très confortables, peut-être que les dernières années, ce n'est pas forcément le plus important qu'elles soient dans les 25,
Par contre, elles vont servir à pouvoir atteindre un taux plein. Donc voilà, il y a des calculs à faire que les gens ne font pas forcément spontanément parce que les systèmes sont complexes, mais qui peuvent aussi faciliter et rationaliser ces éléments. Donc nous, on pense qu'il faut parler aujourd'hui plus fortement de la réalité qui est un agisme, comme il y a un sexisme, que dans les entreprises, il faut essayer de combattre cette tendance. Pour ça, il faut la nommer. Vous avez peut-être vu dans les affiches, dans la rue, dans le métro, la campagne qu'on a lancée la semaine dernière autour de cette étiquette périmée dans le dos. Alors, elle fait un peu mal, hein, cette campagne, c'est sûr, mais elle essaye d'appuyer où ça fait mal, sur le fait que oui, aujourd'hui, dans beaucoup de recruteurs, mettent une étiquette sur des candidats qui ont par ailleurs toutes les qualités et toutes les compétences pour répondre. Valérie Batigne, un mot également sur le défi générationnel. Est-ce que c'est un défi générationnel? Point d'interrogation. Et puis, je vais mettre ma deuxième question dans le lot. Est-ce que c'est aussi un défi économique? On l'a dit tout à l'heure sur la première table ronde, on va de toute façon travailler un peu plus longtemps. On aura peut-être aussi effectivement des sujets de baisse lente et certaine de la pension. Est-ce que c'est pour le salarié d'ailleurs comme pour l'entreprise? Après, on interrogera notamment nos autres invités. Est-ce que c'est aussi un sujet économique pour le salarié et pour le senior? Oui. Donc moi, sur ce sujet des seniors, je suis résolument optimiste. Et comme de toute façon, on va manquer de ressources, je dirais que nécessité fait loi. Et moi, je suis sûre que les seniors trouveront un emploi. Alors, je voudrais insister sur ce qui existe dans la réforme, puisqu'on parle de dispositif, et notamment sur l'aménagement du temps de travail. Parce que ce qu'on voit, et ce qui ressort d'ailleurs du baromètre Doxa, c'est que 57% des sondés étaient prêts à travailler plus longtemps si leur temps de travail était aménagé. Et effectivement, dans les statistiques, on voit clairement que le recours au temps partiel, vraiment, est tout à fait corrélé à l'âge. Et ce qu'il y a de très important dans cette réforme, et qui est, je pense, passé un peu inaperçu, c'est vraiment l'incitation au dispositif de retraite progressive. Ça, c'est très important parce que ce dispositif existe depuis longtemps. Il est pour le moment très peu utilisé. Il y a entre 24 000 personnes exactement qui ont recours, donc c'est très très peu. Mais il va y avoir une incitation à utiliser ce dispositif. Il est peu connu, il va y avoir beaucoup de publicité qui va être sur les sites de l'assurance retraite, etc. Et les entreprises donc, qui vont être sollicitées, c'est-à-dire retraite progressive, je rappelle, c'est j'ai 62 ans, 2 ans avant l'âge légal, et je demande à mon entreprise un temps partiel. Et je suis en partie à temps partiel, en partie en retraite progressive. Bon, jusqu'à présent, c'était peu connu, donc il y avait très peu de demandes, et l'entreprise pouvait refuser. Donc dorénavant, l'entreprise pourra difficilement refuser, puisqu'elle devra justifier que le temps partiel demandé n'est pas compatible avec l'activité de l'entreprise, donc ça va appeler beaucoup de réflexion, et elle devra répondre dans un délai de 2 mois, sinon le temps partiel sera réputé autorisé. Donc ça va beaucoup changer les choses, hein, ça va démarrer. Et je dirais qu'en plus, les personnes vont s'apercevoir, surtout les femmes, qu'elles ont très peu à perdre avec la retraite progressive. Donc là, les calculs n'ont pas encore été faits parce que c'est un peu compliqué à titre individuel de s'y retrouver. Mais le système est ainsi fait que les femmes, donc on l'a vu ce matin, qui auront majoritairement tout leur trimestre à 62 ans, perdront très peu de retraite, en fait, que ce soit dans la période de retraite progressive qu'à l'obtention de la retraite définitive. Donc ça, à mon avis, ça va jouer. Donc je parle là pour les entreprises qui vont devoir s'adapter et autoriser des temps partiels plus fréquemment qu'aujourd'hui. Ça, c'est un défi pour l'entreprise, en l'occurrence. Ça va être un vrai défi pour l'entreprise. Alors, on est au début, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de sollicitations, mais à mon avis, ça va être un défi. Et c'est peut-être une solution, en plus, par ailleurs, au point de vue économique, l'aménagement du temps de travail. Donc, je voudrais aussi dire un autre aspect de la réforme. Il y a eu beaucoup de choses au sujet de la pénibilité. Parce qu'évidemment, il est clair que les personnes qui ont un métier pénible, elles ne peuvent pas exercer un métier pénible, je dirais même jusqu'à 60 ans, 64 ans, n'en parlons pas. Bon, ça, c'est clair. Et il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits au sujet de la pénibilité. Alors, comme c'est compliqué, pour rejoindre le débat ce matin, ça n'a pas été très médiatisé. Mais il y a eu des efforts à 3 niveaux, c'est-à-dire que les seuils de pénibilité ont été abaissés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver exercer un métier pénible alors que ce n'était pas le cas avant. Donc aussi, les entreprises vont devoir revoir tous les critères. Et ce à quoi donne droit des points de pénibilité a été revu à la hausse. Ça donne droit à plus de formation en valeur unitaire. Ça donne droit à plus de congés en reconversion professionnelle. Ça donne droit à plus de temps partiel aussi, on y revient. Hein.
4 mois au lieu de 3 mois pour un point de pénibilité. Et les trimestres auxquels ça peut donner droit d'anticipation sont aussi, dans la grande famille des trimestres, c'est des trimestres quasiment cotisés. Voilà. Donc, ça bouge quand même. Voilà. Donc, ça, ce sont des mesures qui vont dans le bon sens. Voilà. Après, est-ce que ça suffit? Peut-être pas, mais ça va dans le bon sens. Et ça fera peut-être l'objet d'une dernière discussion sur les défis législatifs, justement, en la matière. Alexis Bertel, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Valérie, notamment sur ce sujet que finalement, d'un point de vue peut-être défi économique, les entreprises, à un moment donné, elles vont devoir s'adapter, peut-être devoir aussi un petit peu innover, si je puis dire, en la matière, en matière d'aménagement du travail, en matière d'organisation aussi, simplement, de son organisation salariale et sociale. De toute façon, tous les défis sociétaux, tôt ou tard, ils arrivent dans l'entreprise. Oui. Et donc, les entreprises s'en emparent, soit avec volonté et engagement, soit avec contrainte. Oui, les entreprises vont s'adapter. Il y a un autre outil que les entreprises utilisent peut-être un peu plus, qui n'a peut-être pas le même poids, mais c'est le compte épargne-temps. Donc, ce qui permet à chaque salarié de déposer des congés payés ou bien primes ou autres qui sont ensuite convertis en congés payés pour partir un petit peu plus tôt en retraite. Donc, ce ne sera pas des 2 ou 3 ans, mais parfois, ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 mois en fonction de l'accord. Donc, ça, c'est des outils qui existent déjà. Économiquement, les entreprises vont effectivement prendre leur part avec ce genre de dispositif, des accords, et aussi en s'engageant pour l'emploi des seniors. C'est ce qui est déjà le cas pour certaines entreprises qui s'engagent au travers soit de leur accord GPEC, soit maintenant GEPP, les termes gestion des emplois et des parcours professionnels, donc s'engagent à embaucher des seniors avec des parcours derrière de formation et de transmission de savoir-faire. Ça, c'est des choses qui se font déjà. Et ça, en l'occurrence, c'est des choses que vous faites déjà et que vous n'avez pas forcément, j'allais dire, fait de gré ou de force, en l'occurrence, enfin de force. Ah là, on est juste sur l'engagement des entreprises et sur la volonté des entreprises. Effectivement. Alors, on va peut-être un tout petit peu avancer et on va peut-être aussi parler du défi législatif, mais peut-être avant un mot, Serge Guérin, également sur le défi économique et sur le défi de l'organisation de l'entreprise. Parce que quand on a préparé notamment ces échanges, vous m'expliquez, il y a le défi générationnel, certes, il y a aussi le défi économique, mais il y a le défi économique du point de vue du salarié qui consiste peut-être effectivement à dire je dois peut-être accepter d'un point de vue purement personnel de me reformer, peut-être effectivement de moins m'enfermer dans mon CV, etc. Et ça, est-ce que finalement pour le salarié aujourd'hui, senior, tout à l'heure Gilles Gâteau nous disait qu'il faut peut-être aussi accepter parfois des modes de rémunération différentes ou des baisses de rémunération. Est-ce que ça aujourd'hui ça a cheminé aussi dans la société, que le salarié senior, le travailleur senior, quand il a 55 ans, effectivement il lui reste encore 9 ans de carrière, et qu'en 9 ans de carrière on a le temps d'avoir une autre vie professionnelle? Alors, 9 ans et même pour les cadres, souvent ils ont commencé assez tard, donc ça peut être même bien plus que ça. Ah oui. Et puis, je vais vous dire un truc bizarre, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de travailler. C'est un truc de fou. Hein, il y a des gens qui trouvent que finalement, ils s'y retrouvent aussi, et que même sans doute qu'on a besoin d'une société où les gens, je vais dire un deuxième gros mot, où il faudrait sans doute que l'on travaille plus et pas moins. Pour plein de raisons, y compris d'ailleurs sur la question de la transition écologique et tout ça. Il va falloir quand même beaucoup investir. Sur l'accompagnement des plus âgés, il va falloir beaucoup investir. Finalement, ce dont on a besoin d'investir le plus, c'est de la matière humaine, c'est de la richesse humaine, et c'est du temps passé avec les autres. Et ça, c'est pas nécessairement aux 35 heures. Donc sans doute qu'il y aura aussi peut-être à réinventer quelque chose autour de ça. Le deuxième élément, c'est que les générations qui arrivent, alors on l'a dit, quand on explique à quelqu'un de 50 ans que sur Internet, il ne va pas être à l'aise, il a commencé à travailler en 92, l'année où Bill Clinton a libéralisé Internet. Donc si, entre 1992 et aujourd'hui, il n'a pas croisé, c'est qu'il y a un sacré sujet. Bon. Oui. Voilà. Et que donc, j'ai mal aux yeux là d'un seul coup, c'est peut-être de parler de Bill Clinton, je ne sais pas. Comment dire, les seniors, ceux qui arrivent, sont aussi des gens qui sont dans une autre culture souvent que les précédents. Je vais arriver à parler en fermant les yeux, c'est quand même balèze. Et du coup, ces personnes-là, elles sont aussi dans une logique parfois de dire, elles ont vu leurs parents, leurs grands-parents se faire déboulonner régulièrement. Elles ont compris, on dit, les jeunes aujourd'hui, ils ont compris qu'ils allaient changer de métier. Mais les gens de 50 ans, ils ont aussi très très bien compris. Ils l'ont déjà changé de métier. Ils l'ont déjà fait. Ouais. Et si on regarde même là, on est sûr que les gens ont changé de métier.
Vous êtes le patron de la paix, vous étiez DRH, vous avez changé de métier de fait, par exemple. Voilà. Donc il y a plein de gens comme ça. Donc finalement, ces gens-là, ils ont intégré ça. Ils ont même intégré que peut-être à un moment donné, il fallait même sortir de statut. Auto-entreprise ou tout ce qu'on voudra. Donc il y a plein de choses qui se passent. Donc finalement, dans la diversité des gens âgés, il y a plein de gens, de la diversité des gens qui avancent en âge, pour utiliser ce terme-là, c'est plus doux. Voilà. Il y a plein de manières d'agir, plein de manières de regarder l'entreprise. Et ce qu'on regarde dans l'entreprise aujourd'hui, c'est quelle place j'ai, est-ce que j'ai un minimum d'autonomie, est-ce qu'on me laisse de l'autonomie, est-ce que j'en prends. Deuxième élément, c'est quand même, est-ce que ça a du sens, ce que je fais. Ça fait 30 ans que je bosse, est-ce que ça sert à quelque chose? Donc le besoin aussi de trouver du sens. Et le troisième élément, vous l'avez dit, c'est quand même la relation avec les autres. La première source, quand on demande aux gens, l'entreprise c'est quoi et tout ça, 84% c'est le lien avec les autres. Vous savez, au moment du confinement, tous les sociologues avaient dit, oh là, il va y avoir un baby boom. Et moi j'avais dit, il y aura un divorce boom. Ben, j'ai gagné. Parce que ça me faisait penser au moment de la retraite. Quand les gens se sont retrouvés à la retraite, j'ai perdu 50% de mes copains, y compris Gérard que je détestais depuis 20 ans, mais je ne le vois plus. Et finalement, il me manque d'une certaine manière. Et là, c'est un petit peu pareil. Et là, les gens se sont retrouvés seuls ou en couple, mais finalement, une dame m'avait dit un jour, j'ai signé avec mon mari pour le meilleur et pour le pire, mais je n'avais pas compris que c'était pour passer tous les déjeuners avec lui. Et ça, c'était au moment de la retraite. Donc les gens aussi, parfois, ils ont plutôt envie d'éloigner un peu tout ça. Ils ont envie de trouver du lien. Et l'entreprise, où je renouvelle mon rapport à l'entreprise, c'est aussi d'être en lien avec d'autres, y compris d'ailleurs avec des gens les plus jeunes. Donc je pense que, moi aussi je peux faire un peu d'optimisme de temps en temps, on peut sans doute considérer que les nouveaux seniors sont des gens qui seront plus dynamiques, plus proactifs par rapport à toutes ces questions-là. Si on leur laisse la possibilité, si on leur dit pas hey, « t'es trop vieux pour imaginer quelque chose, hey, t'es trop vieux pour monter une boîte, hey, t'es trop vieux pour je sais pas quoi ». Et finalement, il y en a plein qui sont pas trop vieux pour tout ça et qui conservent la marque première d'être jeune, c'est la curiosité. Et je connais plein de jeunes qui sont absolument pas curieux. Et je connais plein de vieux qui le sont et d'autres qui le sont pas, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est aussi ça, c'est comment on valorise cette curiosité. Bon, effectivement. Et soudainement, la machine à café nous manque. C'est un peu l'idée. Voilà. Gilles Gâteau, une réaction et ensuite on passe au dernier tour de table. Non, pour aborder dans ce même sens, il y a pas. Nous, on a publié un portrait statistique des 4 seniors il y a quelques jours. Vous pouvez l'avoir en ligne sur le site de l'APEC, qui montre que finalement, attention, il n'y a pas un portrait type, il y a une diversité, et c'est vrai aussi par rapport au rapport au travail et au temps de travail et à la façon de s'arrêter. Il y a beaucoup de cadres seniors qui n'attendent pas qu'on leur propose des diminutions de leur temps de travail pour être des demi-cadres pendant la dernière ou les dernières années de carrière, qui ont envie de travailler complètement jusqu'au bout. Donc il faut pouvoir prendre en considération ces différentes réalités, à la fois de métier, mais aussi des réalités d'aspiration personnelle, et pas tout focaliser sur la retraite progressive en disant c'est ça la solution. C'est d'ailleurs assez marrant de voir comment, quand on parle de l'emploi des seniors, on continue à ramener quand même, et c'est pareil si on parle du CET, beaucoup de dispositifs qui sont là pour pas travailler ou moins travailler, et pas des dispositifs sur comment on fait pour travailler pleinement encore à 58, à 60, à 62, à 64 ou même au-delà, qui est quand même ça le sujet que les entreprises devraient adresser en priorité, plutôt que les dispositifs qui permettent d'assurer des transitions plus ou moins douces vers la retraite. Allez, dernier petit tour de table, les dernières questions. Est-ce que c'est aussi un défi, j'allais dire, législatif ? Valérie, vous l'avez évoqué, effectivement, il existe un certain nombre de dispositifs aujourd'hui qui ne sont peut-être pas forcément ou très compris ou très utilisés, et l'un d'ailleurs étant la conséquence de l'autre. Est-ce qu'il faut, selon vous, peut-être aussi créer davantage de dispositifs ou davantage créer les conditions ? Est-ce que c'est finalement aujourd'hui un peu ce que vous percevez aujourd'hui de la situation et quand vous avez des futurs retraités ou des salariés seniors en face de vous ? Moi, je crois que la clé, c'est vraiment la personnalisation des fins de carrière. Parce qu'on l'a dit, aucun senior, je veux dire, ne ressemble à un autre. Ils n'ont pas les mêmes aspirations, ils n'ont pas les mêmes formations, ils n'ont pas eu les mêmes métiers. Et donc, la clé, c'est vraiment ça. D'autant qu'il y a déjà aujourd'hui pas mal de dispositifs. Alors, déjà des dispositifs législatifs. Donc, on l'a vu, la retraite progressive, on peut parler du cumul emploi-retraite, tous les dispositifs pénibilité, les CET. Plus, je rajouterai tous les dispositifs dans les entreprises, parce qu'il y a pas mal de temps partiel senior, etc., de dispositifs de mentoring. Donc, il y a déjà énormément de choses. Voilà. Et donc, je dirais que la clé dans les entreprises, c'est vraiment
voilà, faire l'état des lieux. Que veut le senior? Donc ça, c'est justement le but de tous les entretiens de mi-carrière, de fin de carrière. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que je peux lui proposer en fonction de mes contraintes et de ce qui était à disposition? Et c'est vraiment la clé. Je pense que c'est vraiment la clé pour les entreprises, c'est d'arriver un petit peu à cartographier et à proposer la bonne solution. Parce qu'on l'a vu, il y en a qui veulent aménager le temps de travail, d'autres peut-être pas, etc. D'autres qui veulent aussi changer de métier. Mais changer de métier, ça s'anticipe plusieurs années à l'avance. Donc moi, je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses à disposition. Bon, peut-être en faut-il d'autres. Hein. On peut toujours améliorer, bien sûr. Mais il y a pas mal de choses. Et vraiment, l'enjeu, c'est chaque fois la personnalisation. Et je pense que ça doit être fait dans ces entretiens de mi- et de fin de carrière. Et dans la bonne connaissance des accords d'entreprise, quand même, qui sont nombreux et qui proposent déjà pas mal de choses. Alexis Bertel, d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut davantage travailler et personnaliser les fins de carrière? Et puis, je mets ma deuxième question dans le panier, mais est-ce qu'il faut aussi, ça revient assez souvent dans le débat public et dans le débat politique, fixer peut-être des objectifs, des contraintes, des pourcentages, des chiffres, des normes en l'occurrence, pour se donner aussi des cadres et donner des cadres entre guillemets aux entreprises et aux DRH que vous êtes? Je pense qu'il faut plutôt des mesures incitatives que contraignantes. Et je vais reparler du gouvernement de Hollande, mais parce qu'il y a eu des dispositifs qui étaient vraiment bien. La réforme de la formation professionnelle de 2014, où ils ont transformé le DIF, droit individuel à la formation, en CPF, compte personnel de formation. L'objectif de cette réforme, c'était de laisser la main aux salariés sur quelques heures avant. Maintenant, c'est une somme d'argent qui peut aller jusqu'à 3 000 €, me semble-t-il, pour que le salarié soit acteur de son employabilité et lui permettre donc de financer des formations avec cet argent qui cotise tous les ans. Et une petite anecdote, c'est que beaucoup de personnes en partant à la retraite m'ont demandé comment récupérer cet argent. Comment est-ce que je peux récupérer la somme qu'il y a sur mon compte personnel de formation? Et à chaque fois, j'avais cette même réponse. Je lui ai dit, vous n'avez pas compris, cette somme était là pour vous former pendant votre vie active. Et je pense qu'il n'y a pas assez de communication sur ce dispositif parce qu'il permet au salarié d'être son propre acteur. Hein. Ça ne dédouane pas l'entreprise de son maintien en compétences. Pourtant, sur le CPF, on en a, parce qu'on a quand même 3 ou 4 appels par jour en matière de communication. Sur oui, alors depuis 2-3 ans, oui. Depuis 2-3 ans, oui. Nous, au niveau de la NDRH, on demandait un plan donc pour repartir sur le cadre plus législatif, un peu sous le même format d'un jeune, une solution. Oui. Donc un senior, une solution. Le plan un jeune, une solution a quand même porté ses fruits. On demande la même chose donc pour valoriser l'expérience, l'expertise et aussi associer les entreprises dans ces parcours-là. Gilles Gâteau, un petit mot pour terminer, mais je sais que vous avez rencontré récemment le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur ce sujet, entre autres. Qu'est-ce que vous vous êtes dit et surtout, qu'est-ce qu'il vous a dit? Les oreilles de nos invités brûlent d'impatience de vous entendre. On a organisé, ça je pense que vous faites allusion, oui, un événement justement autour de l'emploi des seniors la semaine dernière, où le ministre Dussopt est venu conclure et échanger à la fin de cette réunion, mais il y avait aussi une table ronde avec l'ensemble des numéros 1 des organisations patronales et syndicales qui étaient là pour débattre. Et c'est important parce que votre question, je la comprends, hein, sur alors les enjeux législatifs, c'est quoi? C'est une vraie question puisque vous le savez, toutes les dispositions relatives à l'emploi des seniors, enjeu essentiel, et Hervé Lebrun a bien montré comment c'était complètement essentiel sur l'équilibre des régimes de retraite, ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Donc il y a un vide là. Et pour remplir ce vide, le gouvernement a pris un parti un peu différent de celui de la réforme des retraites initiale, qui était de dire aux partenaires sociaux, emparez-vous de ce sujet et négociez. Et donc on attend, dans quelques semaines, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir Olivier Dussopt, que le gouvernement fasse connaître son document d'orientation en vue de cette négociation. Et puis, c'est les partenaires sociaux, patronat et syndicats, qui vont négocier, rechercher des solutions, des dispositifs. Alors,
dans la table ronde, il y avait clairement des francs partisans de mesures contraignantes et d'autres franchement hostiles à des mesures contraignantes. Là, ça va être le jeu de la négociation, de définir un peu un cadre et ensuite aux législateurs de le transcrire fidèlement dans la loi. Moi, je pense que c'est une manière beaucoup plus pertinente et efficace d'avancer dans la recherche des solutions, de renvoyer le sujet aux acteurs et aux acteurs sociaux légitimes qui peuvent en débattre, en négocier et trouver un accord. Bien, eh bien, merci beaucoup à vous quatre. Un tout petit mot de conclusion, Serge Guérin et ensuite Valérie Batine, mais vraiment en 5 secondes top chrono. Si on devait retenir, parce que Gilles Gâteau et Alexis Bertal nous l'ont déjà un peu évoqué dans leurs dernières interventions, mais si on devait retenir ou pousser, j'allais dire, une mesure, une idée, une disposition, un dispositif qui puisse effectivement permettre de relever ce défi de l'emploi des seniors. Peut-être, Serge, mais vraiment en 5 secondes top chrono, quelque chose de très simple et efficace. Les meilleures idées sont les plus courtes, paraît-il. Travailler le plus fortement sur les représentations négatives des seniors par les dirigeants d'entreprise et par les recruteurs. On fait tomber les clichés. Valérie Batine. Ce serait vraiment un entretien de personnalisation et de bilan quelques années avant la retraite pour voir comment finir la carrière. Aider à travailler les fins de carrière. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup à vous quatre, Valérie Batine, Alexis Bertel, Gilles Gâteau et Serge Guérin, de nous avoir éclairés et rendus plus optimistes sur le sujet de l'emploi des seniors.